Bienvenue à ce webinaire Comment stimuler à la fois la croissance financière et la croissance de votre organisation. Un, un webinaire présenté par Raymond Chabot Grant Thornton en partenariat avec OneStream et Microsoft. Aujourd'hui, vous aurez deux conférenciers, moi-même, Guillaume Yanouzi, directeur principal dans la pratique EPM chez RCGT. Dans le fond, j'ai rejoint RCGT en 2022 avec 7 ans d'expérience en EPM. J'ai approfondi pas mal les cycles financiers, aidé des organisations à optimiser leur processus en utilisant des technologies EPM. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des technologies au niveau de la consolidation, au niveau du FP&A, planning, budgeting, forecast, etc., de la gestion de rentabilité, réconciliation de comptes, etc. Je vais laisser à ma collègue Liane le soin de se présenter. Oui, bonjour tout le monde, Diane Boyer. Ma formation principalement, c'est plus du côté consolidation, c'est-à-dire j'ai été vérificatrice pendant plusieurs années, la comptabilité, mais avec mon expérience chez Oracle Hyperion, j'ai quand même vu plusieurs processus financiers incluant la planification financière, les prévisions, etc. Et le reporting, évidemment, tout associé à ça. Maintenant, ça fait quasiment 4 ans, 3 ans et demi que je suis avec OneStream. C'est vraiment un autre type de technologie qui s'utilise très bien dans tous les processus d'affaires et plus. Donc, on va regarder ça ensemble avec Guillaume, mais c'est vraiment une belle plateforme et j'ai hâte de vous démontrer. Parfait, merci. Donc, à propos, avant de se lancer dans le sujet du webinaire aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de Raymond Chabot Grant Thornton et des services qu'on peut vous offrir. Premièrement, si vous êtes ici, vous connaissez sûrement déjà Raymond Chabot Grant Thornton. Vous êtes probablement un de nos clients, un de nos anciens collègues. Donc, on est content de vous avoir ici. Mais pour ceux qui se sont fait transférer l'invitation, Raymond Chabot, Grant Thornton, c'est quoi? Ben, c'est une présence locale dominante. On a quelques 100 bureaux à travers la province, plus de 2800 professionnels. On est la plus importante société comptable à propriété québécois. Donc, on est fiers de ça, on est fiers de le dire. On travaille dans tous les domaines du marché du Québec. On aide à stimuler la croissance de notre Québec et on en est fiers. Mais on fait partie aussi d'un plus grand réseau qui est Grant Thornton International, qui nous aide à pouvoir offrir une multitude de services à travers tous les différents bureaux à travers le monde, les 750 bureaux. Donc, les expertises qu'on a sont extrêmement variées. Une statistique intéressante, c'est que 91% du Forbes 100 sont des clients d'une firme ou d'une autre associée à Grant Thornton. Ce qui est une statistique quand même intéressante. De notre côté, au niveau de Raymond Chabot Grant Thornton, nos services intégrés, c'est quoi? Évidemment, la comptabilité, la tenue de livre, la comptabilité en ligne, toutes les facettes, dans le fond, du cycle comptable. On fait aussi beaucoup de certifications, comme vous devez vous en douter, donc les audits, les examens, les rapports spéciaux, etc. On peut pas parler des rapports spéciaux sans parler justement de les fois que vous voyez un de nos associés à la télé, justement, qui fait des, des rapports spéciaux pour des Loto-Québec ou des choses comme ça. Aussi pour les, des jeux télévisés. Sinon, on offre des services de fiscalité et on offre aussi le service conseil qui est pas mal, dans le fond, où je me situe moi euh, en conseil en management, dans le fond. Donc, au niveau des services conseils, on a les conseils financiers, conseil numérique technologique, le conseil en management, conseil en ressources humaines et recrutement, redressement et insolvabilité. Nous avons aussi une filiale, RA Consulting. RA, dans le fond, c'est une filiale qui offre une expertise dans les programmes en immigration d'affaires, recrutement de main-d'œuvre et en mobilité internationale.
Donc, on est affilié à Array Consulting aussi au niveau des services. Donc, j'ai vu une question dans le Q&A. L'EPM avec un point d'interrogation, c'est là que je m'en allais. Moi, je fais partie justement de l'EPM, qui fait partie dans le fond, du sous-volet déploiement de solutions financières. Qu'est-ce que c'est ça, l'EPM, justement? C'est de la planification, de la budgétisation, de la prévision financière. Donc, c'est les systèmes qui sont reliés à ces cycles-là, à la clôture de l'exercice, la consolidation, toute la divulgation en tant que telle, tous les rapports de gestion, l'analyse des modèles prédictifs. C'est en anglais Enterprise Performance Management, donc d'acquérir et de créer toutes ces données-là en tant que telles pour nous permettre à gérer la performance de notre entreprise. Dans le déploiement de solutions financières, il y a aussi d'autres pratiques telles que l'automatisation des processus robotiques, communément appelé la RPA. La RPA, en gros, c'est quoi? C'est justement l'automatisation de processus redondants qu'on peut éviter à l'aide de robotique. Donc, on offre des services sur tout le cycle de création d'une solution RPA. On offre aussi des services sur la gestion de la trésorerie. Donc, si vous avez des questions sur ces autres services-là, n'hésitez pas à me contacter, puis je vous mettrai en correspondance avec les bonnes personnes. À la fin de la présentation, il va y avoir mes coordonnées. Donc, par contre, au niveau du déploiement de solutions financières, on a aussi nos amis de transformation des affaires qui nous aident très souvent sur des mandats en tant que tels. Transformation financière, c'est quoi? C'est des experts qui vous aident à augmenter l'efficience des processus et à faciliter la prise de décision. Donc, ces personnes-là, en tant que telles, connaissent les différents cycles comptables des différentes industries, les meilleures pratiques dans les différentes industries, puis ils vont aider vos organisations en tant que telles à amener les processus à un autre niveau, dans le fond, à vous aider à automatiser, à vous aider à garder, dans le fond, qu'est-ce qui est bien nécessaire. On travaille souvent beaucoup avec eux dans le déploiement de solutions financières telles que le PM, justement, pour assurer une bonne connexion entre les domaines d'affaires, entre la finance et les solutions, la technologie. Donc, c'est des services qu'on peut offrir en tant que tel. Si on va dans le vif du sujet, qui est notre webinaire d'aujourd'hui, justement, comment stimuler à la fois la croissance financière et la croissance de votre organisation. Donc, premièrement, on sait que en tant que dirigeant, en tant qu'analyste financier, vous faites face justement à plusieurs défis de nos jours. Premièrement, les forces externes. Je pense que dans les dernières années, euh, plus que ce qu'on a été habitué dans nos carrières, il y a eu des impacts macroéconomiques assez importants. Les chaînes d'approvisionnement sont tombées. Les prix n'arrêtent pas de changer à cause de l'inflation. On doit ajuster nos listes de prix. On doit faire face au fait que nos clients ont moins d'argent, peut-être. On doit jongler avec toutes ces choses-là. Mais en plus, à l'interne, on peut avoir justement des complexités opérationnelles. Il y a de la croissance interne pour toutes les organisations qui sont en croissance tout de même. Il y a des fusions-acquisitions qui peuvent arriver. Des situations comme ça fait qu'il faut intégrer des entreprises, il faut intégrer des personnes. Par le fait d'acquérir des nouvelles entreprises, on peut avoir besoin de justement gérer des nouveaux systèmes acquis, intégrer leurs données, etc. Donc, on a toute cette complexité-là qu'on doit gérer. Et en plus de ça, de tous ces nouveaux acteurs-là, ben, on a des attentes des parties prenantes qui sont croissantes. On doit justement s'éloigner de la prise de décision en silo, puisqu'on a tous ces facteurs-là, ces forces internes et externes-là qui viennent impacter nos affaires. On doit fournir un accès aux données et aux informations à toutes ces parties prenantes-là, que ce soit à l'interne, nos partenaires d'affaires, que ce soit à l'externe, nos actionnaires, le board, etc. On doit leur fournir de l'information, on se fait challenger beaucoup.
Et on doit réagir super rapidement dans le contexte actuel puisque la situation en tant que telle est continuellement en évolution. Donc, that being said, on doit faire toutes ces choses-là, mais par contre, si on regarde une statistique qui a été fournie par Gartner, seulement 13% des organisations sont capables d'identifier des problèmes de performance avant que ça frappe les états financiers. Ça, c'est une statistique de 2018. Je crois que ça s'est amélioré puisqu'il y a un autre métrique qu'on va présenter un petit peu plus tard qui démontre que ça va mieux en tant que tel à ce niveau-là. Mais ça reste quelque chose que sur une base quotidienne, j'adresse dans mon travail en tant que tel des leaders, justement, qui ont besoin d'outils, qui ont besoin d'aide à être capables d'identifier les problèmes avant que, justement, ça se rende aux états financiers. Comment qu'on fait ça? Première étape, on a l'organisation financière intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire une organisation financière intelligente, vous allez voir, il y a trois très grandes facettes. OK? Premièrement, les équipes qui pratiquent la finance intelligente créent leur valeur véritable en inspirant et en favorisant une culture axée sur la performance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement cette phrase-là? Ça veut dire une approche à long et à court terme, une agilité pour fournir rapidement leur valeur transformationnelle dans des domaines ciblés. Ça veut dire exactement, on est capable d'aider les domaines en tant que tels et non seulement la finance corporative à se transformer et à leur fournir des outils pour être capable de fournir des métriques financières. Donc, on est capable de justement donner à des gens qui sont un partenaire d'affaires dans la manufacture, on est capable de leur donner des outils, on est capable de se transformer avec leur processus, on est capable de voir où est-ce qu'ils s'en vont dans le futur et de les suivre avec les outils, les processus financiers. Ensuite, on automatise toutes les tâches fastidieuses. Donc, les tâches en tant que telles de clôture financière, de planification, budgétisation, prévision, reporting, on essaie dans le fond, tous les calculs, amener la donnée, création justement de templates, toutes ces choses-là. On essaie d'automatiser toutes ces tâches-là en tant que telles pour être capable d'avoir un processus qui est contrôlé, d'avoir un processus qui va permettre en tant que tel à l'organisation de se concentrer sur la création de valeur et non sur de la gestion de données, non sur de la création de templates pendant ces processus-là. On veut que nos analystes soient capables de justement regarder la donnée, analyser la donnée, comprendre la donnée. Ensuite, on fournit des mesures pour unifier le processus, que ce soit des workflows, que ce soit dans le fond des étapes par business unit, etc. On trouve une façon de répondre aux besoins de la corporation en tant que telle, mais aussi de chacun des secteurs d'activité. Ensuite, on habilite les décideurs. Ça, c'est super important. Habiliter les décideurs pour leur donner l'information financière et opérationnelle qui va parler en tant que telle autant au niveau du langage d'affaires que du langage financier de l'entreprise. Ce que ça veut dire, ça, en tant que tel, c'est premièrement, dans les business units, dans les divisions, etc., fournir de l'information qui a été contrôlée, qui est régie, qui est une information fiable, mais sur une base quotidienne, hebdomadaire, être capable de justement avoir de l'information plus rapidement puis à un niveau assez granulaire pour être capable de prendre des décisions plus rapidement. Les équipes, justement, qui pratiquent la finance intelligente vont avoir accès à des outils qui vont leur permettre un analytique avancé, qui va leur permettre, dans le fond, de faire parler ces données-là en tant que telles. Mais aussi, une chose qui est importante, c'est la collaboration entre les différentes business units, les différentes équipes
la corporation, les équipes d'informatique, etc., pour que dans l'ensemble, l'entreprise soit capable d'obtenir cette information. Et ensuite, la finance intelligente font évoluer leur organisation et leur processus pour relever les défis et les exigences continues du marché incertain, volatile et concurrentiel d'aujourd'hui. On le sait, on a tous vécu 2020. Je pense que tout le monde qui a un poste en FP&A ici a dû refaire un budget, a dû refaire un forecast, planifier durant cette période-là. Donc, on doit être capable d'être aussi agile que ça. Pour pouvoir faire ça, les responsables financiers accordent des propriétés à des investissements technologiques qui offraient, et ils le font encore, qui offraient de la valeur rapidement. On avait besoin de réagir rapidement, qui ont un coût total de possession réduit puis qui stimulent la performance organisationnelle. Ce qu'on parlait un peu avant, dans le fond, qui va aider à donner des outils à l'organisation, aux membres de l'organisation pour fournir cette information-là. On souhaite se concentrer davantage sur comprendre la donnée que de devoir intégrer la donnée, travailler la donnée, réconcilier la donnée qu'on obtient des différents systèmes, des différentes divisions, etc. On cherche vraiment, dans le fond, à ce que nos équipes de finance passent leur temps à faire de l'analyse et non de la réconciliation. Les équipes qui pratiquent la finance intelligente dans leur équipe vont investir beaucoup justement pour améliorer la capacité d'analyse, former les futurs leaders, attirer des nouveaux talents. Mais pour ça, pour que l'organisation financière intelligente fonctionne, on va faire de la planification financière étendue. Mais c'est quoi la planification financière étendue? C'est justement mon prochain sujet. La planification financière étendue, dans le fond, c'est quelque chose qui grandit grandement. Ça revient à mon 13% du début. 13% des leaders sont capables d'identifier un problème qui va affecter les états financiers avant qu'ils soient réellement affectés. Sinon, non. Par contre, on prévoit que d'ici 2024, 70% de tous les nouveaux projets de FP&A vont avoir une portée étendue. C'est quoi ça veut dire avoir une portée étendue dans le fond? C'est qu'on enlève les frontières entre la planification opérationnelle et la planification financière. On fonctionne plus avec des drivers. On fait un planning, dans le fond, qui vient de la source de l'information, qui vient de la manufacture, qui vient des représentants des ventes, qui vient des ressources humaines, qui vient des gens de marketing qui vont nous aider avec les plans, etc. Les équipes financières, maintenant, jouent un rôle de partenaire stratégique puis aident à élaborer tous les plans, justement, les plans stratégiques à l'intérieur de l'organisation. Donc, les finances doivent s'assurer d'aligner les finances corporatives avec tous ces besoins-là opérationnels qui existent, des besoins qui sont plus granulaires, mais en même temps d'avoir un budget, un forecast qui est sur un plan consolidé, parle au niveau de la corporation. Donc, on doit s'assurer que d'un point de vue opérationnel, on est capable de bien planifier, bien comprendre nos objectifs et rencontrer ces objectifs-là, mais en même temps, on doit s'assurer que le tout concorde avec les besoins corporatifs. Donc, ce que ça illustre en tant que tel, c'est l'importance pour les responsables financiers d'adopter des processus de planification intégrés, non seulement qui viennent d'une centrale corporative, mais que c'est intégré dans l'entreprise pour bien comprendre, dans le fond, toutes les performances à l'intérieur de l'entreprise. Échouer de s'aligner avec les plans financiers, c'est quoi ça fait en tant que tel aux organisations? Travailler en silo, travailler d'une façon qui inclut pas les opérations,
Ça peut impacter de nombreuses formes en tant que telles l'organisation. Premièrement, ici, c'est seulement quelques exemples, il y en a tellement d'autres, mais premièrement, au niveau des stocks, lorsqu'on planifie justement juste au top, on peut avoir de la misère avec la gestion des stocks. On peut avoir soit des stocks excédentaires qui vont créer qui va créer en tant que tel des coûts supplémentaires au niveau de la gestion des stocks, les coûts de détention, etc. Ça va avoir un impact sur le fonds de roulement. On peut aussi avoir le contraire, ne pas avoir assez de stock, donc perdre des ventes par rapport à ça. On peut avoir des ventes et des revenus qui sont perdus d'une sous-estimation. On n'est pas capable de répondre à la demande des clients. On n'a pas dans les magasins, on n'a pas dans les différents entrepôts ce qui est nécessaire pour vendre en tant que tel à nos différents clients. Puis, effectivement, on va, dû aux situations qui sont toujours urgentes, qu'on est toujours en train de s'ajuster au fur et à mesure, on essaie de répondre le plus à la demande des clients, mais on est toujours en train de, excusez l'expression, pédaler un peu par en arrière, puis essayer de répondre sans vraiment réussir. Donc, c'est un peu les risques en tant que tels de ne pas adopter cette approche-là. Donc, ça souligne en tant que tel l'importance pour les responsables financiers d'adopter des processus de planification d'entreprise intégrés pour stimuler les performances dans toute l'entreprise et non seulement dans la finance. Donc, d'un coup, en tant que tel, qu'on a ces composantes-là, on peut passer à l'étape de mener à grande vitesse. Mener à grande vitesse, c'est quoi? Mais premièrement, dans la première étape de la présentation, on a regardé ce qui s'est passé. Donc, on a parlé justement de consolidation financière, d'obtenir en tant que tel les données des différentes parties prenantes, qu'ils soient capables d'obtenir les données en tant que tel de ce qui s'est passé au bon moment. On a parlé de qu'est-ce qui pourrait se passer, la planification budgétaire, toutes les prévisions en tant que telles, la planification d'entreprise intégrée, le FP&A, etc. Mais la prochaine étape, c'est de savoir ce qui se passe, la signalisation financière. Donc, d'avoir des données financières et opérationnelles, un aperçu quotidien et hebdomadaire sur le volume avec des volumes élevés, une vitesse élevée. On veut savoir dans notre organisation si un de nos clients a plus de stock. On veut savoir comment réagir en tant que tel à tous les éléments qui pourraient avoir un impact sur nos résultats financiers. Puis ça, dans le fond, on le fait avec la signalisation financière comme qu'on parlait. Donc, voici un exemple en tant que tel en action de la signalisation financière. Ici, comme vous voyez, on a un petit tableau lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce qu'on dit par ça, c'est qu'avec la signalisation financière, on est capable, soit d'une façon hebdomadaire ou quotidienne, d'obtenir l'information qui nous permet en tant que tel de prendre des actions pour s'assurer que quand on arrive aux états financiers mensuels, on va avoir des bons résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a en tant que tel à l'intérieur de ça? C'est des données opérationnelles et financières. Là. On a les performances des fournisseurs, les commandes et expéditions en tant que tel, le fonds de roulement. Donc, on peut voir par des métriques, je vois que mes ventes ont descendu. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'expédie moins? Est-ce que c'est parce que je manufacture moins? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas réussi à envoyer une commande importante à mon principal client? Donc, c'est ces métriques-là en tant que telles qu'on veut obtenir d'une façon hebdomadaire et quotidienne pour savoir si notre entreprise en tant que telle va avoir un impact à la fin du mois, à la fin de l'année, la fin du quart. Donc, lorsqu'on a fait tout ça en tant que tel, on arrive à nos 6 étapes pour mener à grande vitesse.
Les 6 étapes pour mener à grande vitesse, c'est un peu un résumé en tant que tel de tout ce qu'on a vu ici. On veut stimuler la simplicité et l'efficacité des systèmes informatiques. Donc, on réduit l'empreinte informatique, on essaie d'enlever les systèmes désuets. On opte pour une plateforme qui permet en tant que telle d'avoir toutes nos données au bon endroit, au bon moment et permettre ces types d'actions-là. On met en œuvre, comme on disait, un processus de clôture financière rapide et précis. On enlève les tâches répétitives, on automatise les tâches répétitives dans le but de justement donner à nos analystes, donner à nos partenaires d'affaires le temps et les ressources pour faire de l'analyse. On aligne les processus de planification stratégique, financière et opérationnelle. On leur fournit justement des workflows de tâches précises. On met en place, ici on a prévision glissante, rolling forecast pour ceux qui préfèrent le terme en anglais, qui sont faites d'une façon trimestrielle ou mensuelle. On utilise justement des techniques de planification et de prévision basées sur des inducteurs, drivers, pour ceux qui sont plus habitués aussi avec le terme, qui nous permet, les drivers qui ont effectivement des effets sur les revenus et les coûts. On offre aux gestionnaires, puis on en a parlé beaucoup, des données et des mesures financières opérationnelles et au rythme requis. Donc, on a parlé du financial signaling, on a parlé justement dans les processus de clôture, on essaie de finir ça le plus vite possible pour justement donner les données opérationnelles, les données qui sont de besoin aux décideurs pour qu'ils puissent réagir. On a fait notre budget étendu, donc on est capable de comparer ce qu'on a prévu en termes de vente, ce qu'on a prévu en termes de quantité, de manufacture, pour justement savoir sont où nos performances. On utilise des outils à la fine pointe de la technologie, tirer des parties des analyses avancées, prévision prédictive et l'apprentissage automatique, le machine learning dans le fond, qui sont des outils qui peuvent vous permettre justement à obtenir l'information que vous voulez. Et on veille à ce que les systèmes et processus internes soient prêts à soutenir la croissance et l'expansion. Ça, c'est extrêmement important. C'est une des premières choses qu'on a discutées, s'assurer que justement nos processus et notre planification de mettre en place les processus et les outils suivent nos opérations et puissent fournir l'information nécessaire pour qu'on puisse avoir accès à toutes ces prises de décision-là et que ce soit disponible. Donc, en gros, d'un point de vue finance, je dirais, c'est un peu la présentation que je voulais vous faire au niveau de ce sujet. Aujourd'hui, la personne qu'on a avec nous, Liane, qui vient justement de OneStream. OneStream est un éditeur d'un outil EPM, dans le fond, qui permet de mettre en place toutes ces choses-là et de vous donner les différentes métriques. Donc, elle va vous présenter un petit peu l'outil en tant que tel et par la suite, faire une démonstration de ce qu'on peut obtenir de cet outil-là. Bon, prochaine slide, s'il vous plaît. Oui. Bon. Souvent, la slide représente un peu plus le challenge ou les défis qu'on a aujourd'hui si on utilise des solutions différentes pour chacune des processus d'affaires. C'est sûr qu'on peut utiliser un outil pour les conciliations de comptes, un autre outil pour la planification à long terme peut-être, un autre outil pour la consolidation. Ça devient vraiment, on appelle ça un genre de spaghetti, où on doit, les lignes, dans le fond, les morceaux de spaghetti qu'on voit sur la slide sont les réconciliations, c'est-à-dire les transferts de données d'un outil à l'autre, parce que souvent, pour la planification, on a besoin des réels. Donc, on va avoir une ligne qui va amener les réels. Peut-être qu'on a besoin d'envoyer les données consolidées à l'outil de consolidation pour faire la consolidation du budget. C'est vraiment, c'est un casse-tête finalement. Donc, OneStream, l'idée, c'est qu'on puisse faire tous ces processus d'affaires-là à l'intérieur d'une application, d'une plateforme. Et c'est vraiment ça qu'on va jaser le plus aujourd'hui. Est-ce que tu peux aller à la prochaine slide?
Donc, il y a une représentation graphique de OneStream qui est vraiment un outil où on peut faire tous les processus d'affaires dont j'ai mentionné dans la slide de Spaghetti dans un même outil. Les gros avantages de ça, c'est qu'il n'y a plus de conciliation entre les silos d'outils différents, étant donné que tout est sur la même plateforme. Donc, si je veux faire la consolidation des réels, par exemple, je le fais à l'intérieur de l'outil. Les réels sont là. Je n'ai pas besoin de les bouger quelque part parce qu'elles sont là. Et je fais mon budget à l'intérieur du même outil, utilisant les mêmes dimensions ou attributs de vos données. Donc, si j'ai besoin de faire une analyse de variance, par exemple, souvent, on fait des analyses de variance entre le budget et les réels, toutes les données sont là. On n'a pas besoin de les transférer d'une place à l'autre, de faire une conciliation, m'assurer que j'ai bien transféré les données. Donc, ça devient beaucoup moins un casse-tête. Et en plus, l'application peut aller au-delà de ça. Donc, on a parlé de la signalisation, de l'analyse de ces données-là beaucoup plus granulaire, beaucoup plus opérationnelle. Notre outil est vraiment conçu pour supporter non seulement les processus d'affaires, je vais appeler gouvernés, là, dans le sens qu'on doit les faire, fermeture, la clôture financière, on doit fermer à tous les mois ou à tous les quarts, dépendant votre façon de faire, mais on doit les faire. Les prévisions, souvent, c'est un processus qui est quand même assez élaboré. Ça prend un certain montant de temps et ça doit être fait pour ensuite faire des analyses. Mais les données opérationnelles sont complémentaires à ces processus-là. Donc, ça, c'est vraiment un gros avantage. Donc là, je commence à amener de l'information opérationnelle dans mon environnement OneStream où toutes mes données sont situées et je suis capable de faire des analyses parallèles. Je suis capable de regarder les données au milieu du mois et ensuite être proactif au lieu d'être réactif à la fin du mois. Donc, il y a beaucoup d'avantages dans la solution. La plateforme offre beaucoup de capacités, que ce soit du workflow, les capacités de faire du reporting, que ce soit des rapports standards ou de la visualisation, ou peut-être Excel, Word, PowerPoint. Mais la base en bas, ce que vous voyez où les sources d'informations se situent, que ce soit des ERP, SAP, Oracle, etc., Workday, tout ça, que ce soit des sources d'informations opérationnelles aussi. Ça peut être un système opérationnel, point de vente, par exemple, ou manufacturier. On s'en fout. Vraiment, là, on s'en fout de la donnée, que ce soit une donnée financière ou autre, on s'en fout. On est capable de se connecter à ces systèmes sources-là. Si tu peux passer à la prochaine slide, on va rentrer dans la qualité des données. Puis, OK, parfait. Donc, en parlant justement de l'intégration, notre gros avantage, c'est qu'on peut connecter directement au système source. Évidemment, il faut que ce système source-là soit ouverte à être connecté, c'est-à-dire on peut se rentrer dans l'outil directement à travers peut-être une table ou des tables dans l'outil ou que ce soit des API, c'est-à-dire une façon de rentrer dans l'outil en tout cas, avec programmation, excusez, je marche sur mes mots un petit peu, ou pire aller, on peut absorber un fichier, que ce soit un Excel ou un CSV, TXT, peu importe, on peut aussi amener la donnée comme ça. Mais il y a des gros avantages de se connecter, dont je vais vous montrer dans la démonstration, c'est-à-dire de se connecter et d'aller forer vers ce système source-là pour aller chercher de l'information additionnelle si nécessaire. Pensez, je veux faire des analyses au niveau de mes réels et j'aimerais aller voir dans l'outil Grand Livre les écritures de journal qui supportent un chiffre sommarisé dans un rapport, par exemple. Donc, ça, c'est l'avantage d'être connecté, comme on dit en anglais, Direct Connect. Les autres avantages, j'en avais parlé un petit peu, c'est les flux de données ou les workflows très robustes. On peut avoir un processus très guidé pour l'utilisateur. Donc, puis on peut supporter tout ça avec des instructions, que ce soit des vidéos pour aider l'utilisateur à faire son travail ou des instructions écrites. Et puis, c'est sûr que la transparence des données, c'est-à-dire la piste de vérification dans OneStream, extrêmement robuste. Tout, absolument tout,
est absorbé dans des fichiers de log qui sont amenés à la surface pour l'utilisateur. OK? Prochaine slide, s'il vous plaît. Bon. Les autres avantages de OneStream, on est une plateforme. C'est quoi la définition d'une plateforme? Une plateforme, c'est un outil où on peut créer du software, un logiciel sur le logiciel lui-même. Donc ici, c'est un exemple de ça. On a plus de 50 solutions connexes qui s'intègrent directement dans la plateforme, dont un exemple particulier, les conciliations de comptes ou planification au niveau de la personne, people planning. Ça, c'est des solutions créées par OneStream, complètement gratuites. Vous le downloadez, puis vous l'insérez dans votre application et vous le configurez peut-être avec ou sans aide d'un partenaire. Il y a des solutions dans la liste ici qui sont très faciles à intégrer soi-même, mais il y en a d'autres potentiellement qu'on va avoir besoin d'aide avec l'installation. Prochaine slide maintenant. Je vais m'assurer que j'ai du temps pour la démo. Oui, bon. Un des gros avantages de OneStream, c'est quelque chose qui s'appelle Extensible Dimensionality ou les dimensionnalités extensibles. Donc, si c'est un exemple de ça, si on regarde bien, on a un standard corporatif. Je vais me concentrer sur le premier bucket, le chiffre d'affaires opérationnel. Ça, c'est le standard corporatif, c'est-à-dire au niveau corpo, c'est à ce niveau-là qu'on fait des analyses. C'est bien, c'est pour le reporting, la vie est belle, mais on a deux lignes d'affaires. On a une ligne d'affaires manufacturier ou de fabrication, puis on a une division où on fait des services, on offre des services. Donc, très différents. Mais eux, on voit que le détail pour chacun d'eux est complètement différent en dessous de la ligne chiffre d'affaires opérationnel. Ça, c'est l'extensibility, la dimensionnalité extensible. On est capable d'avoir les deux sans qu'un empiète sur l'autre. Donc, vraiment, pour la division, pour la ligne d'affaires manufacturier, on ne voit pas le détail qu'on voit au niveau des services et vice-versa. C'est vraiment très, très, très particulier à OneStream. C'est quelque chose qu'on est très fiers, très unique. Puis si je continue au niveau de notre ligne d'affaires service, on peut même ajouter de l'extension juste pour le budget à un certain niveau des revenus d'événements, par exemple. Donc, c'est extensible sur plusieurs dimensions. Ici, on utilise les comptes comme exemple, mais on peut avoir une extension sur n'importe quelle dimension, les régions, les produits, etc. C'est vraiment à vous de définir ce que vous voulez. C'est sûr que lorsqu'on ajoute un nouveau compte, on peut l'insérer à travers toutes les divisions, les lignes d'affaires. Merci pour la prochaine slide. On va y aller rapidement. C'est sûr qu'on a beaucoup de clients. On a plus de 1500 clients. On est en croissance incroyable. Ici, c'est juste des exemples de clients Fortune 500. Ici, j'ai deux slides. Donc, vous pouvez sûrement voir qu'on a des clients qui sont assez grands et gros, qui sont probablement dans votre monde. Je voulais aussi vous démontrer qu'on a des clients au Canada, évidemment, Québec, Canada, et puis une variété aussi, petit, moyen, grand. Pomerleau, par exemple, on a aussi Nuvve, c'est quand même assez... on a aussi dans le secteur public, donc réseau LCI, secteur public ou éducation, et puis Ontario Cannabis Store, c'est vraiment un secteur public. Donc, on a une variété de clients dont vous pourriez même parler. On vous offre la liste complète de nos clients pour faire des références. Donc, chaque client est content, ça fait partie de notre façon de faire. Et je pense la dernière slide, il n'y en a pas? Non, je pense que c'est fini. Parfait. On va rentrer dans la démonstration. Donc, je vais prendre possession de l'écran. OK, bon. Excusez-moi. Maintenant, OK. On est maintenant dans l'application OneStream. Donc, on voit bien que l'interface, c'est une belle interface, puis je vais passer 2 petites secondes là-dessus. C'est un objet ou un aspect de OneStream qui est très important, la flexibilité de l'interface utilisateur. Donc, si on est dans ma démonstration
où j'ai une compagnie qui s'appelle Gulfstream qui fait de la fabrication de bâtons de golf et la gestion des terrains de golf. On a fait l'interface ici pour la démonstration. Mais vous pourriez avoir une interface comme vous voulez. C'est vraiment une page que vous pourriez configurer comme vous voulez. C'est vraiment, vraiment flexible. Et si vous voulez avoir des pages pour chacun de vos groupes d'affaires aussi, qui est complètement différent, on peut absolument supporter cette possibilité-là aussi. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran ici? Premièrement, on voit qu'on a des indicateurs de performance en bas ici. On voit qu'on peut les allumer en vert ou en rouge, par exemple, pour indiquer si ça va bien ou si ça va moins bien. On a aussi des calculs de profit, par exemple, ici. Qu'est-ce qu'on voit en haut, c'est qu'on est en train de faire plusieurs processus d'affaires à l'intérieur de l'outil. J'avais mentionné les processus de planification, budget, forecast, peut-être même SNOP, peut-être un aspect SaaS. C'est tous les modèles possibles de planification. On a aussi le processus de consolidation pour chacune des régions. J'ai peut-être des conciliations de comptes qui se passent en même temps. Tout est relié ensemble. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que lorsqu'on charge les données dans OneStream, pour les réels, par exemple, on les utilise dans tous les processus d'affaires qui en ont besoin. Donc, on n'a pas besoin de recharger une autre liste de données pour les conciliations de comptes. Si on fait la consolidation, on va utiliser la même BV pour les deux processus. Donc, on est toujours sur la même page. Maintenant, on va rentrer dans le reporting un petit peu, juste pour vous montrer un peu les différents aspects de l'application. Par exemple, j'ai un chiffre ici, le profit. J'ai la possibilité de forer sur ce chiffre-là, ce qui va révéler d'autres données à l'arrière. Donc, on voit bien qu'on est au mois de juin ici. On est en train de regarder nos processus pour le mois de juin. Je suis capable de voir les données antérieures et je suis capable de comparer ces données-là à mes années antérieures et mes budgets et forecasts, comme vous voulez. Donc, tout ça, étant donné que ça s'assoit sur la même plateforme, très facile à faire. On n'a pas besoin d'amener des données additionnelles. Tout est sur la même plateforme. En plus, on a nativement la possibilité de forer dans la donnée. Donc, le 14,3 % par exemple, je peux forer sur cette donnée-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, l'indicateur ici, j'espère que vous voyez bien dans l'interface qu'on a du vert sur le compte. Ça m'indique qu'il y a une information additionnelle. En double-cliquant, ça va révéler le calcul de cet indicateur-là. Donc, je suis capable de voir que c'est ma bénéfice net divisé par revenu. Donc, ça va m'amener ces deux chiffres-là aussi. Donc, on a ces deux chiffres-là, ces deux comptes-là. Ensuite, je peux continuer mon analyse. Maintenant, je peux forer dans mes différentes divisions, par exemple. Donc, je vais me concentrer potentiellement sur une division. Là, je vais commencer à forer dans les revenus. Puis, je peux forer au niveau de détail que je veux. Maintenant, je suis rendue au niveau, on voit que c'est blanc, donc c'est le plus bas niveau, mais disons que je veux continuer mon analyse sur d'autres dimensions. Très important de comprendre qu'on peut configurer ces dimensions-là. Ici, dans ma démo, encore une fois, pensez à votre monde. Moi, j'ai des centres de coûts, des régions, des produits, des clients, mais peut-être votre monde, c'est différent. Peut-être ce n'est pas des produits, peut-être c'est des services, peut-être c'est des contrats. Imaginez votre monde à l'intérieur de ma démonstration. Maintenant, au niveau des régions, je peux décider de forer, au lieu de forer en étapes dans la dimension, je peux aller directement au plus bas. Ça va révéler, dans mon cas ici, toutes les provinces dont je fais affaire. Mais si je veux me concentrer sur l'Alberta ou peut-être sur le Québec, par exemple, je peux forer puis voir tout le détail pour le Québec, pour toutes les intersections de données. Je peux faire ça très facilement dans l'outil. Vous avez vu, c'est quand même très rapide aussi et j'ai quand même 3 pages de données. À ce point-ci, je peux exporter les données ou je peux continuer ma conversation avec l'information. Ici, je vais vouloir continuer la conversation et aller vers les données qui ont été chargées dans OneStream de mon système source. Dans mon exemple ici, c'est SAP. SAP au niveau des comptes à recevoir, j'ai chargé les données et maintenant j'ai toutes les lignes qui supportent le 20 000 le 23 000 que j'ai ici. Maintenant, je peux continuer
conversation avec les données, ou c'est là que je suis en train de forer d'un OneStream vers mon système source. J'ai le choix d'aller chercher une image de la facture associée à cette ligne-là, ou je peux aller faire d'autres analyses. Je vais choisir le premier. C'est là que j'amène la facture, une image de la facture qui n'existe pas dans OneStream, qui existe dans le système source. Je l'amène dans OneStream pour qu'on n'ait pas besoin de sortir de OneStream, aller dans le système source pour trouver la facture, par exemple. Imaginez vos écritures de journal. Imaginez tout le détail que vous avez dans vos systèmes transactionnels que vous aimeriez regarder ou analyser à travers un système comme OneStream. Ça devient très intéressant. Puis aussi, il faut garder en tête que qu'est-ce que j'apporte ici, c'est un petit morceau très spécifique que j'amène du grand livre dans mon exemple ou du système source. Donc, ce n'est pas comme si on amène toutes les données vers OneStream d'un seul coup. C'est vraiment une analyse très, très, très focalisée. Bon, on va retourner à notre page principale, puis on va regarder le reporting pour faire un petit survol de qu'est-ce qu'on est capable de faire dans OneStream au niveau du reporting. C'est sûr qu'une autre session, on pourrait faire tout le volet planification. OK. Bon. Au niveau les financiers, par exemple, je vais faire ça très rapidement, juste pour vous démontrer un peu les visualisations qu'on peut avoir. C'est sûr qu'on peut regarder un genre de trend sur plusieurs mois. On peut regarder un genre de waterfall. Ici, c'est le fun, on a le waterfall, puis je peux voir mon entité consolidée avec les sous-entités. Puis c'est sûr qu'on peut ajouter des commentaires à n'importe quel moment. Je peux aussi voir les cartes pour voir où je suis placée. Puis à n'importe quel moment, je peux inspecter le données. Donc, si on aime plus un look Excel, on peut aussi inspecter les données qui sont à l'intérieur de ces visualisations-là, ou on peut les exporter en Excel, PDF, etc. Maintenant, je peux aussi avoir des rapports financiers plus standardisés. Donc, dans mon exemple ici, j'ai mon état des résultats, bilan et cash flow. Pour mon état des résultats, par exemple, je peux voir la vue sommarisée ou intermédiaire, par exemple. Donc, je donne plus de détails dans mes lignes, mais je garde les mêmes colonnes. Dans le fond, cette interface-ci, c'est pour vous donner la flexibilité comme utilisateur de créer les rapports qu'on veut. Donc, si je ne veux plus voir la vue consolidée, je veux plutôt voir une vue de variance, par exemple, des réels. Maintenant, j'ai gardé les lignes, mais mes colonnes ont changé. Donc, c'est juste pour vous démontrer la flexibilité du système. Au lieu de passer à travers des centaines de rapports pour trouver celui qu'on veut, on peut le créer en jumelant les différentes lignes et colonnes. All right. On va passer à l'autre étape. Ici, on va regarder les données opérationnelles. Je vois que le temps avance très rapidement. Donc, juste pour vous donner une saveur de qu'est-ce qu'on peut vouloir capturer dans l'outil. Ça, c'est encore une fois les données de signalisation, les données connexes à nos processus d'affaires gouvernés ou nos processus d'affaires plus structurés. Ici, c'est des données qu'on va charger dans l'application par jour. Donc, on est rendu mi-mois au mois de juin. On voit qu'on a chargé les données du 15. On a les données très détaillées. Ça, c'est les commandes par client, puis on a aussi tout le détail des produits. Je peux aussi regarder la signalisation ici. Je vois que j'ai des indicateurs d'affaires en vert puis en rouge pour me donner une idée de comment se passent les affaires. Je vois qu'il y a comme un mélange ici, mais un exemple de l'intelligence financière. Ici, j'ai une augmentation d'un indicateur, mais il y a un effet négatif sur les résultats. Donc, plus d'augmentation, c'est-à-dire plus de rabais, ça va impacter les résultats négativement. Donc, c'est pour ça que c'est en rouge, par exemple. Donc, juste pour vous faire une petite analyse aussi, ici, je peux maximiser n'importe quelle visualisation. Et là, je suis en train de regarder l'information. On voit que c'est sûr que chaque région ici a ses résultats. Mais je vois que celui-ci est un petit peu plus bas. Je peux forer dans la région pour révéler les détails et peut-être révéler des problèmes. Donc, on est en train de regarder la marge versus les quantités. Ici, ça semble être en ligne,
Mais ici, j'ai beaucoup de quantité, mais la marge est quand même très basse. Donc, il semble avoir un problème à ce niveau-là. Ça me donne la possibilité de faire une analyse plus détaillée. Donc, automatiquement, je vais avoir la possibilité d'analyser les détails des commandes pour ces régions-là en cliquant sur mes deux villes problématiques ici. Donc, je vais me concentrer sur les États problématiques. Donc, on voit en cliquant sur Illinois seulement, je vais forer sur tous les détails clients par commande pour cette région-là. Et je vois tout de suite, je vois un problème. J'ai un rabais de 80 %. Oupsie, pas bon ça. Donc, je vais juste regarder ça de plus près. Puis, je vois qu'il y a plusieurs commandes qui ont eu un rabais de 80 %. Pourtant, notre cible, c'est 18 %. Quelqu'un a mal entendu, je pense. Donc, on peut, là, on a une piste. On peut aller voir cette région-là, comprendre pourquoi ils ont fait un rabais de 80 % et corriger le problème avant la fin de l'année. Donc, avant la fin du mois, pour qu'on puisse avoir des résultats qui remontent puis qui nous donnent un rabais plus raisonnable pour ce mois-là et corriger le problème avant que ça se rend à la fin du mois et on doit réagir. On peut être proactif dans nos mouvements. C'est sûr qu'on peut faire des analyses plus détaillées par client, par produit. Je vais juste passer ces écrans-là rapidement pour fermer la démonstration. Mais on voit ici qu'on peut faire des analyses quand même très intéressantes, des analyses Pareto 80-20. On peut voir l'impact et les indicateurs sur une carte. On peut aussi faire des analyses au niveau des produits, par exemple. Donc, si on regarde des produits, on peut faire une analyse peut-être au niveau des marges, voir les clients qui sont profitables, non profitables, faire des décisions. On le voit un peu ici, peut-être ces produits-là sont moins bons, on devrait arrêter de produire ces produits-là. Et finalement, analyse ici, je veux juste vous faire voir quelques visualisations ici. On voit qu'on peut avoir aussi une analyse, comme on dit en anglais, white space. Donc, on peut très rapidement voir où on a des trous potentiellement de nos ventes de clients versus notre clientèle. Donc, on a nos clients ici versus toutes nos familles de produits. On peut facilement voir les trous. Et on peut évidemment analyser en plus de focus sur certains éléments pour essayer de comprendre, par exemple, ce client-là, pourquoi on vend quasiment pas de produits comparé à d'autres. Donc, c'est juste des outils pour vous aider à faire des analyses non seulement sur les données financières, les données opérationnelles, mais même potentiellement les données ESG, qui sont quand même assez à la mode ces temps-ci. Juste pour vous donner une petite idée de qu'est-ce qu'on pourrait capturer, j'avais mentionné qu'on n'a aucun problème de capturer des données opérationnelles, même des données ESG, par exemple des kilowatts, que ce soit des milles, des kilomètres pour calculer les émissions les gaz d'effet de serre. On peut faire ces calculs-là. On vous offre un accélérateur pour faire ces calculs-là. Donc, c'est sûr qu'on est très outillé pour vous aider dans votre processus ESG aussi. Je vais arrêter là et je vais demander à Guillaume de prendre la prochaine étape. Fermeture. Oui, merci beaucoup, Liane. Je vais reprendre l'écran. Donc, c'est malheureusement déjà la fin de notre webinaire. J'espère que ça a répondu à vos questions sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous voyez ici en tant que tel à la fin de la présentation mes coordonnées pour me contacter. Juste prendre note, c'est un I ici et non un L. Ça peut porter confusion. Ça m'est arrivé toute ma vie. Donc, c'est ianouzi.guillaume2@rcgt.com.
Sachez que vous allez recevoir la présentation qu'on vient tout juste de présenter et ainsi que 3 livres blancs, dans le fond, qui sont les principaux sujets qu'on a traités aujourd'hui, les 3 principales sections. Donc, si vous avez des questions sur comment on peut vous offrir des services autant dans l'EPM que dans la transformation, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.